1990, c'est le bras de fer, une lutte au sommet entre deux pilotes et deux écuries légendaires. Senna contre Prost, McLaren contre Ferrari, l'apogée de rivalité iconique de la Formule 1. Mais 1990, ce sont aussi des outsiders, des pilotes et des écuries qui sortent de l'ombre et qui brillent aux yeux de tous. Épisode 10 de notre season review et j'invite ceux n'ayant pas vu les précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, vous le savez, je vous souhaite un bon épisode. Alors que Senna et McLaren sont relancés à Hockenheim, direction le Hungaroring pour la 10e manche de la saison qui s'annonce intéressante. Au soir du Grand Prix d'Allemagne, Frank Williams a tiré la sonnette d'alarme. Depuis 1989, Williams est motorisé par Renault, un partenariat exclusif que compte bien conserver Frank et les deux parties ont de grandes ambitions. En 89, Thierry Boutsen a décroché 2 victoires plus ou moins chanceuses pour certains, et l'écurie de Didcot tient à retrouver les sommets. En début de saison, la performance de la FW13B semblait prometteuse. Dans les points lors des 4 premières manches, avec une 3e place pour Boutsen à Phoenix et une victoire pour Patrese à Imola. Et cette équipe Williams est soudée. Depuis leur première victoire en 1979, cette écurie anglaise a remporté plusieurs titres. En 80 avec Jones, en 82 avec Rosberg et en 87 avec Piquet pour ce qui est des pilotes. Côté constructeur, 80, 81, 86 et 87 sont leurs 4 titres. Au début avec Ford Cosworth, puis passant en l'air turbo avec Honda, le moteur Judd a servi de transition en 88. Cette équipe est soudée et si elle a perdu Frank dernier à la fin des années 80, elle a récemment trouvé Adrian Newey. Remercié par Leyton House après un début de saison catastrophique, mais ironiquement, c'est à ce moment-là que les choses commencent à fonctionner pour les turquoises. Ainsi, la répartition est assez simple. Frank est le chef d'orchestre et le numéro 2, Patrick Head, s'occupe du châssis. Adrian Newey s'occupe de l'aéro et Bernard Dudot s'occupe de développer et de fiabiliser le moteur V10 RS2 3,5 litres Renault. Mais encore, Elf arrive avec un carburant enrichi. De plus, les voitures sont équipées du nouveau diffuseur concocté par Adrian Newey. À voir. Fruit du fantasme d'un Grand Prix dans le bloc de l'Est par Bernie Ecclestone, le Hungaroring s'est fait une belle place au calendrier. Très critiqué à son arrivée en 86, les pilotes l'ont vite apprécié pour son côté très technique. Véritable tourniquet, il demande aux pilotes de garder un bon tempo, spécialement dans le deuxième secteur où tout s'enchaîne. Très peu de moments de répit alors que 77 tours vont devoir être couverts. Contrairement à Hockenheim ou Silverstone, le haut régime moteur n'est pas la priorité. En revanche, l'élasticité et le couple sont mis en avant pour les nombreuses relances et confort du pilote. Attention également à l'usure des pneus car à la mi-août, il fait chaud. Bernie Ecclestone a réussi son pari de faire venir la Formule 1 dans le bloc de l'Est. Mais ça ne lui suffit pas, tonton Bernard rêve encore et toujours d'un Grand Prix en URSS à Moscou. Le truc, c'est que le bloc de l'Est s'effondre et les dirigeants soviétiques n'ont pas la F1 comme priorité. Le monde est en train de changer et Bernie Ecclestone, résigné, prolonge le Grand Prix de Hongrie jusqu'en 95. Et si aujourd'hui ce Grand Prix est devenu un incontournable et un événement populaire, ce n'était pas encore le cas à l'époque. Les puristes critiquent ce Grand Prix qui se tient dans un pays où la culture de l'automobile est assez faible. De plus, ce Grand Prix ne rapporte rien aux organisateurs. Mais comme on a dit, le monde est en train de changer. Les organisateurs espèrent qu'avec le capitalisme, les mentalités changeront et que ce Grand Prix générera des revenus. En parlant de revenus, il y a une mauvaise nouvelle pour Lotus. Sponsorisé par Camel depuis 87, le cigarettier décide de s'en aller. Le dromadaire s'en va avec Williams, mais également avec Benetton. Et ça change pas mal de choses. Chez Williams, cet apport de 5 millions de dollars pourrait servir à convaincre un certain Ayrton Senna, tout en développant comme il se doit la voiture. Du côté de chez Benetton, Flavio Briatore annonce également l'arrivée du sponsor japonais Autopolis à hauteur de 12 millions de dollars. Benetton pourrait donc franchir un cap et cela permettrait à la maison mère d'investir moins d'argent dans son écurie de Formule 1. L'avenir s'annonce bon pour l'écurie anglo-italienne. Quant à Lotus, il va vite falloir trouver des finances pour ne pas disparaître.
Au final, dans les 4 top teams, 2 seront sponsorisés par Camel, Williams et Benetton, et 2 seront sponsorisés par Marlboro, McLaren et Ferrari. Chez Leyton House, il y a des embrouilles entre le propriétaire Akira Akagi et le team manager Ian Phillips. Ce dernier était malade et en convalescence depuis un moment, mais Akagi l'empêche de revenir dans les paddocks. Sauf que les pilotes et quelques membres de l'équipe sont mobilisés pour que Phillips revienne. Chez McLaren, le père d'Ayrton Senna, Milton Da Silva, est présent pour soutenir son fils dans sa lutte pour le titre. Après sa victoire à Hockenheim qui signait son comeback, Ayrton entend confirmer à Budapest. Mais Milton Da Silva est également doué dans les négociations et s'il est présent, c'est aussi pour assister son fils dans ses négociations pour 91 et au-delà. Chez Monteverdi, les choses atteignent un point de non-retour. Peter Monteverdi a entrepris un déménagement de l'équipe à Bâle en Suisse, mais les ingénieurs britanniques ont tenu à rester en Angleterre. Refusant de rejoindre Bâle, ils ont tout simplement quitté l'équipe. Il n'y a donc plus d'équipe technique, mais pas de panique, Peter est là. Ne doutant pas de lui et surtout pas de ses capacités, il assure à lui seul l'intérim. Il supervise lui-même la mise au point de la voiture de Gregor Wojtek. JJ Leto, qui ne s'entend pas du tout avec cette truffe, demande à son ancien ingénieur Ken Anderson de venir l'aider à titre privé. On est sur de l'amateurisme et il faut dire que les pilotes ne sont plus en sécurité dans ces voitures. Et ouais, Monteverdi n'a plus d'argent pour remplacer les pièces usagées. Et ça ne manque pas, le samedi après-midi, Gregor Wojtek est victime d'un bris de suspension et s'accidente violemment. Réaction immédiate, la famille Wojtek annonce son départ de l'équipe avec effet immédiat. Ce n'est plus qu'une question de temps avant la fin de cette écurie autrefois prometteuse. Il faut croire que les évolutions des Williams sont très efficaces car les 2 pilotes dominent la journée du samedi. Thierry Boutsen réalise un chrono sensationnel et prend la première pole position de sa carrière devant Riccardo Patrese. Les 2 McLaren suivent, Berger devant Senna. Mansell et Alesi sont en 3e ligne. Prost n'est que 8e et on peut noter la très bonne performance d'Andrea De Cesaris avec le 10e temps. Les pneus Pirelli sont très efficaces ici sur les Dallara, Pirot est 13e. Martini est régulier en qualification avec son 14e temps devant Nakajima. Les 2 Leyton House sont moins véloces comme on pouvait s'y attendre. Quant à Suzuki, il pouvait faire mieux. Philippe Alliot est la première des Ligier avec le 21e temps. Gabriele Tarquini réalise une belle qualification avec son AGS, 24e. Bon dernier, on retrouve Alex Caffi. Éliminé le samedi, on retrouve Yannick Dalmas, David Brabham et les 2 Monteverdi. Grouillard, Gachot, Moreno, Langes et Giacomelli n'ont pas vu la FP1. La life de Bruno est à 23 secondes du poleman. Bon, ça progresse par rapport au Mexique, c'est beaucoup mieux. Comme prévu, le soleil et la chaleur sont au rendez-vous le dimanche. Et sur la grille, la question des pneus est dans toutes les têtes. Pneus durs, pneus médiums, pneus tendres. Tous les pilotes Goodyear décident de prendre les tendres, sauf Gugelmin et Donnelly qui partent en super tendre. Senna a eu un souci durant le warm-up et part donc avec le mulet qui lui était attribué ce week-end. La première ligne est 100% Williams et Frank espère bien une 2e victoire cette saison. Et à l'extinction des feux, l'impulsion de Boutsen est moyenne et Patrese se porte à la droite de son équipier qui tente de se protéger. Berger est de suite très menaçant et tente d'enrouler par l'extérieur mais Thierry tient la tête. Derrière, Alliot s'accroche avec Suzuki et endommage sa voiture. Les pilotes se mettent en ordre de marche et arrivent dans la portion sinueuse. Boutsen mène devant Berger, Patrese, Mansell, Alesi, Senna, De Cesaris, Nannini, Piquet et Prost. Très bon départ d'Andrea De Cesaris, mais dès l'entame du 2e tour, Nannini le passe à l'intérieur. De Cesaris ne fait rien de stupide. Bien que ce circuit n'offre que peu de zones de dépassement, Boutsen a encore beaucoup de travail notamment sur la conservation des pneus. Mais pour le moment, il tient la tête. Au 10e tour, les freins de Nakajima ne répondent plus et le japonais échoue dans le bac à gravier. Premier abandon de la course. Celle-ci est malgré tout très calme et il faut attendre le 20e tour pour voir un changement de position parmi les hommes de tête. Ici, Senna se défait d'Alesi pour le gain de la 5e place. Prost est encore plus loin au 9e rang. En tête, Berger garde Boutsen à l'œil et Patrese est en embuscade. Ça tient pour les Williams. Les évolutions apportées par l'écurie de Frank offrent un meilleur confort de pilotage et une voiture plus souple. Tout cela se traduit par de la performance. Senna est le premier des hommes de tête à passer au stand. En fait, le Brésilien est victime d'une crevaison. Il ressort 10e.
Les choses s'emballent à la mi-course. Alesi et Martini s'accrochent alors que le Français prenait un tour à la Minardi. C'est l'abandon pour les deux hommes. Jean s'est un peu trop précipité. Puis, surprise, on trouve Prost dans le rail. Le Français a été victime d'une casse de boîte et il est parti en tête à queue. Voilà qui ne va pas l'aider pour le championnat. Le Français regagne les stands à pied, conscient de sa situation. Devant, Patrese et Mansell sont collés à Berger qui passe au stand au 48e tour. L'Autrichien a un petit peu de mal à repartir et ressort 6e. Retour sur la bataille pour la deuxième place où Mansell met la pression à Patrese. Nannini et Senna sont en embuscade. Mais Mansell se rate légèrement dans l'ultime courbe et se trouve menacé à son tour. Senna pointe le bout de son nez mais se retire avant de se faire couper la moustache. La Ligier peut bien profiter du spectacle. Puis Nigel glisse en sortie et Senna, très réactif, essaie à l'intérieur. Il force le passage et prend la 4e place. Mansell doit endiguer cette mauvaise passe. Nannini menace maintenant Patrese et 3 tours après Mansell, il passe le pilote Williams. Senna refait exactement le même coup et ça marche. Puis Ricciardo se voit aussitôt menacé par la Ferrari qui, à l'approche du virage 4, tente d'intimider l'Italien. Patrese est en perdition et décide de rentrer au stand. Le groupe de chasse n'a pas tardé à remonter sur Boutsen en tête. Après Hockenheim, Nannini confirme sa bonne forme. Senna a eu une belle occasion de reprendre de l'avance au championnat, mais Mansell l'a dit, il essaiera d'aider son équipier à gagner le titre. Mais n'oublions pas Berger qui porte une attaque sur le pilote Ferrari et ça passe. La bataille est virile et le moustachu contre-attaque par l'intérieur au virage suivant. C'est magnifiquement bien amené et Mansell repasse Berger. Et dire qu'il veut prendre sa retraite. Puis devant, Senna s'impatiente sur Nannini et tente une manœuvre très osée dans la chicane du secteur 2. C'est trop serré et Ayrton fait décoller la Benetton qui retombe lourdement. Senna prend la 2e position sans dégâts tandis que Nannini regagne son stand à petite vitesse. Dommage pour le Siennois qui faisait encore une fois une très belle course, confirmant encore un peu plus son potentiel. Puis quelques tours plus tard, c'est au tour de Berger de faire décoller Mansell au même endroit que Senna. 2 attaques désespérées de la part des pilotes McLaren. Abandon pour Mansell, touché au poignet sur un retour de volant. Quant à Berger, il renonce sur direction endommagée. Cette bataille à 5 s'est donc transformée en duel pour la victoire entre Boutsen, leader depuis le début de la course, et Ayrton Senna. Il reste que quelques tours à parcourir et le Belge tient peut-être sa 3e victoire en Grand Prix. Les retardataires sont source de stress, mais le Belge s'en défait intelligemment. Mais Senna se montre très pressant, avec des freinages très incisifs. Rien n'est joué. Il ne reste que quelques virages et les deux hommes reviennent sur la rosse de Michele Alboreto. L'Italien s'écarte dans le dernier virage et Thierry Boutsen soigne sa sortie. Franck avait dit qu'il fallait réagir et Thierry Boutsen offre la 2e victoire de la saison à Williams au terme d'une lutte tendue contre Senna. Grande performance de Thierry Boutsen. Piquet prend la 3e position devant Patrese, Warwick qui offre 2 points à Lotus et Bernard encore dans le top 6. Most of the leading group stopped for tyres. You decided to carry on with the tyres you had. In retrospect, I know you won the race, but do you think it was a wise decision? For me, yes, because I don't think the car was at its maximum. I had some problems with it. I had also a very long brake pedal and I had to carry on as far as I could with the car. But being in the lead, it's also very difficult to stop, you know. With such a small margin, it's a bit of a gamble. The last pit stop that I did in Hockenheim was about 35 seconds, so I didn't want to risk it here. When I saw Prost out, I was catching them, but when I saw them Prost spinning off, then I said, okay, now I try, but I'll be careful. If I finish the top 3, that is perfect for the championship. So it was a hell of a race. When all of the leaders were close, I had information from the pits, even when I was so far behind, not being able to see. And when I got to them, it was just back markers and overtaking people, getting the right moment to overtake. And it was very close with Mansell, with Nannini. It was much too close. In fact, I came to the inside, and I don't know whether he didn't see me or he just tried to close the door, and I put my car over the grass, but couldn't avoid the contact. He went in the air, and fortunately my car was very little damage. So I'm very happy for the result. I think I was not expecting for sure to be in the top 3 here before coming to this race. I was expecting the 2 Ferraris to be very strong. And of course, in terms of championship, 2nd place for me, with the other results, the other 6 places is perfect.
Cette victoire de Williams est plus importante que celle d'Imola dans la mesure où l'écurie l'a conquise avec la force du poignet. À la régulière, Boutsen a été le plus rapide durant ce week-end. Ces 2 premières victoires ont été critiquées pour avoir été remportées dans des conditions particulières et Thierry a enfin montré de quoi il était capable. C'est sa première victoire sur le sec. Mais cette victoire arrive peut-être trop tard, car Franck et Patrick accordent plus d'importance à la voiture qu'à la performance du Belge. Son avenir est donc sérieusement menacé chez Williams. Et ça agace Boutsen qui aimerait avoir des réponses. Au passage, notons qu'il s'agit de la toute première victoire d'Adrian Newey en Formule 1. Mais alors que certains, comme Gérard Larousse et Eric Bernard, célèbrent une nouvelle entrée dans les points, certains fulminent. Alessandro Nannini en veut à Senna pour leur accrochage et on comprend l'Italien qui pouvait légitimement espérer un 2e podium consécutif. Sandro accuse Senna de l'avoir délibérément sorti, ce à quoi le Brésilien répond que le fautif, c'est l'Italien. Beaucoup de mauvaise foi de part et d'autre et Danilo Nannini, le père d'Alessandro, demande à Briatore de porter réclamation. Ce que Benetton ne fera pas. Même chose entre Berger et Mansell, et mêmes arguments. Pour Ferrari, Berger a délibérément sorti Mansell. Mais Ron Dennis accuse le moustachu d'avoir trop souvent joué sur la limite de l'acceptable et que cet accident n'est que juste retour des choses. Mais ce n'est pas tout, Pierluigi Martini et Jean Alesi se renvoient la responsabilité de leur accrochage par presse interposée. Bref, ce week-end a chauffé les esprits. Prost est bien évidemment déçu de cette course. Après 3 victoires, le Français a concédé beaucoup de points à Senna qui compte maintenant 10 points d'avance. Ce n'est pas perdu, mais il ne faudrait pas que ça augmente encore. Avec sa victoire, Thierry Boutsen menace la 3e place de Berger qui semblait pourtant tranquille. N'oublions pas Piquet, vraiment pas loin et régulier depuis le début de la saison. Ce week-end hongrois permet à McLaren d'augmenter son avance sur Ferrari et à Williams de revenir 3e du classement devant Benetton. Il est donc impossible dans cette saison 90 de prédire ce qui va se passer, tout reste ouvert. Après la Hongrie, le paddock de Formule 1 se dirige à Spa pour le Grand Prix de Belgique, 11e épreuve de la saison. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode 10 vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous invite à les soutenir, à les suivre L'Oméga qui a fait la musique du générique. Je vous ai mis ces liens en description. Et également en description, vous trouverez quelques liens qui me concernent. Soyez curieux. Quant à notre season review, je vous donne rendez-vous lundi prochain, 21h en première sur YouTube, pour l'épisode 11 de 1990, Le Bras de Fer.